Salut tout le monde, c'est Justice et je vous présente ici en une quinzaine de minutes un focus héros Sigismar de la faction Ordis. Je passe la petite intro où on voit ma tête pour avoir un meilleur son. Donc on va passer directement sur ce petit tableur qui va nous présenter les cartes qui seront intéressantes à jouer dans un deck avec ce héros. L'intérêt de la vidéo, ça va être de voir du coup les cartes intéressantes dans une version commune qu'on verra du coup sur la première ligne de ce tableau, et celle qu'on mettra plutôt dans une version rare, donc sur la deuxième ligne de ce tableau. On regardera en combien d'exemplaires on va vouloir mettre ces cartes et les uniques qui seront intéressantes à jouer du coup avec ce héros. Sigismar, c'est un héros qui a un pouvoir qui est très apprécié puisqu'il va permettre d'avoir un jeton recrue 1/1 sur l'expédition héros tous les tours. Donc ce sera très fort en début de partie puisque compte tenu du nombre de mana et du nombre de cartes qu'on va pouvoir jouer, on aura l'avantage par rapport à l'adversaire. Et donc probablement on va réussir à prendre certaines avances sur les 2 premiers tours. Et sur le reste de la partie, on va avoir donc un personnage, donc jeton qui sera toujours présent, donc on va forcer notre adversaire à venir jouer sur cette expédition, s'il veut pas qu'on gagne gratuitement finalement une avancée. Donc on va lui limiter son champ de possibilités et en plus de ça, vu qu'on a un personnage gratuit qui est déjà sur le terrain, on aura une très bonne synergie avec les cartes qui nous demandent un certain nombre de personnages tels que Ozma ou Kakoba. On va regarder déjà les permanents qu'on va pouvoir mettre dans ce deck. On a le monolithe, bien sûr, qui va très bien synergiser avec le fait d'avoir beaucoup de personnages et même beaucoup de jetons. Si on joue monolithe, du coup, on va pouvoir jouer des cartes qui vont nous apporter des jetons quand elles vont être jouées. Donc, si on oriente notre deck avec monolithe, je pense qu'on l'orientera avec 3 cartes monolithe. C'est une carte commune, si j'oriente tout mon deck autour de ça, je veux piocher mon monolithe. Je veux le jouer, sur le milieu de partie. Dès que j'ai 5 mana, je risque de prendre un petit peu, de retard, en tout cas perdre l'avance normalement que j'ai pris sur le début de la partie, mais ça me permet d'avoir une fin de partie où tous mes personnages vont être boostés. Donc si je le cumule avec potentiellement le transporteur Ordis, qui est notre deuxième permanent qu'on peut jouer, je vais pouvoir avoir une fin de partie où je vais pouvoir avoir un jeton 2/2/2 sur l'expédition héros et un autre jeton 2/2/2 sur l'expédition compagnon, ce qui me donnera un net avantage sur mon adversaire. Une carte qu'on peut mettre en un, 2 ou 3 exemplaires, c'est selon vous, c'est selon ce qu'on veut mettre d'autre en commune, c'est selon la probabilité qu'on veut le voir sortir. C'est pas une carte essentielle, donc à mon avis, on serait plutôt sur un à 2 exemplaires si on veut la mettre dans le deck. Sinon on risque d'avoir trop de permanents et donc se retrouver avec des mains injouables. Au niveau du grand projet, le dernier permanent qu'on va pouvoir jouer, on est sur une stratégie différente. Donc, si on joue autour du grand projet, on ne va pas mettre de monolithe ni de transporteur Ordis et on va jouer un grand projet rare. Rare pourquoi? Parce qu'il a tout simplement Corias 2. Donc, il sera beaucoup plus difficile à gérer de la part de l'adversaire. C'est une carte qui coûte 6, donc on va globalement passer son tour, le tour où on va le jouer. Si notre adversaire, paye 3 de mana pour le défausser et peut jouer autre chose, finalement on perd notre avantage et on va prendre du retard. Si on le joue du coup avec ce Corias 2, idéalement lorsqu'on a 5 mana, si on a réussi à mettre une mécanicienne de fonderie en amont et utiliser son effet de soutien, ça veut dire que l'adversaire va à minima passer son tour pour pouvoir le défausser, puisque avec le Corias 2, s'il joue une carte qui coûte 3 de mana, bah, ça va lui coûter 5, donc il ne jouera rien d'autre de son tour et nous, on aura pris l'avantage puisqu'on aura notre recrue hors 10 qui sera déjà présente et donc finalement, ce sera toujours intéressant. Au niveau des personnages qu'on aimera jouer dans un deck Sigismar, on va s'intéresser aux personnages qui vont nous coûter peu cher. Déjà parce que si on joue Monolith, ils seront très rentables. Ensuite, parce que on va avoir des cartes qui vont synergiser avec une certaine quantité de personnages. Et dernièrement, puisque on a certaines cartes qui vont avoir des statistiques qui sont très intéressantes par rapport à leur coût de la main ou de la réserve. La mécanicienne de fonderie, donc idéale si on joue avec des permanents, on l'a dit, mais aussi très intéressante si on ne les joue pas, puisque
elle va surpasser, la plupart des jetons ou la plupart des cartes qui vont coûter 1 grâce à son pic en océan avec un 2. C'est une carte rare, donc évidemment, on ne pourra pas s'amuser à mettre trop de cartes rares. Il faudra faire un équilibre, mais c'est une carte qu'on peut estimer nécessaire, même si on n'a pas de permanent. La troupière, une carte qui est très bonne, surtout pour avoir un certain nombre de personnages. Elle sera utile, notamment avec le monolithe, si on la joue en commune. Maintenant, si on joue pas de permanent et qu'on veut vraiment avoir un deck agressif et prendre vraiment à la course notre adversaire, on va plutôt s'orienter sur une troupière rare du fait de ses statistiques à 1, 2, 2 qui va la plupart du temps surpasser ce que va pouvoir nous mettre notre adversaire. Une carte qu'on pourra mettre dans tous les cas en 3 exemplaires sans difficulté. Le Ratatosk et l'aspirant de Havre qui nous viennent de chez Bravos, donc obligatoirement dans une version rare, vont être intéressantes si je joue du coup autour du monolithe puisque ça va me rapporter 2 jetons soldats et donc chacune de ces cartes vont être boostées grâce à mon monolithe. Donc dans ce type de deck, on pourra les envisager en 3 exemplaires, sinon je pense qu'on a mieux à mettre en rare. Ensuite, au niveau des communes, le Cadet Ordis et la Gardienne Ordis seront des cartes intéressantes. Le Cadet Ordis va nous coûter 2, va nous mettre un total de statistiques à, au final 2, 2, 1 en comptant son jeton. Si on a du monolithe, ce sera très intéressant évidemment. Et même si on ne l'a pas, on aura quand même 2 cartes de mise sur le terrain, une troisième avec notre Creux Ordis. Donc finalement, on pourra jouer Ozma qui est juste après qui nous permettra de piocher une carte, ce qui est très intéressant en dépensant 4 mana, donc on peut le faire dès le deuxième tour. La Gardienne Ordis sera intéressante, notamment sur un premier tour, puisqu'elle permettra d'avoir un pic à 3 en montagne et de mettre un jeton soldat de l'autre côté, donc potentiellement un premier tour avec 2-2-2 d'un côté, un 3-1 de l'autre. Ça devrait nous assurer d'avoir à minima euh, une avancée sur une expédition, probablement même 2 expéditions, là où l'adversaire ne va peut-être n'avancer que d'un côté. Ce sont des cartes communes qu'on peut mettre en 3 exemplaires pour soutenir notre deck. En complément, on va pouvoir avoir des cartes du coup telles que Ozma ou Baba Yaga pour avoir de la pioche, et ça ce sera absolument nécessaire puisqu'on va jouer du coup, je l'ai dit, plutôt des personnages qui coûtent peu cher, donc il nous faut avoir suffisamment de cartes en main à jouer. Donc Ozma sera très intéressante, elle a des statistiques qui sont convaincantes, 1-2-1 ce qui est suffisant, et elle va permettre de piocher lorsqu'elle va être jouée de la main et de la réserve. La condition d'avoir 3 autres personnages sera relativement facile avec notre recrue qui compte déjà pour 1 et des cartes du coup telles que le cadet qui vont nous apporter 2 cartes lorsqu'elles vont être jouées. La Baba Yaga sera très intéressante notamment sur un premier tour puisque pour un coup de 3, elle va mettre des stats à 3-2-2, ce qui devrait permettre de prendre l'avantage. L'adversaire pouvant difficilement me surpasser sur les 2 expéditions, sachant que, voilà, je le rappelle, on a toujours le 1-1-1 de la recrue. Du coup, de l'autre côté, si on joue la Baba Yaga sur l'expédition compagnon. Et en plus de ça, donc tout son intérêt, ça va être de pouvoir piocher une carte dès le début, donc d'avoir des possibilités et de pouvoir mettre derrière pas mal de cartes. Des cartes qu'on pourra jouer en 3 exemplaires sans aucun problème. Kakoba va être une carte, de support plutôt fin de partie où, si on a du coup nos 3 autres personnages, on va pouvoir mettre Kakoba pour 3 et avoir des stats à 4-4-4, ce qui pourrait, venir, surprendre un petit peu l'adversaire et lui passer devant, sur la deuxième partie du jeu. Une carte qu'on veut pas jouer à mon avis en 3 exemplaires puisqu'on ne veut pas l'avoir en début de partie, on la limitera peut-être plutôt à 1 ou 2 exemplaires pour faire sens. Enfin, Anubis, qui peut avoir son sens aussi dans la faction, tout simplement puisqu'on a toujours notre recrue à sacrifier, donc on peut le jouer n'importe quand, et donc ce sera très efficace, notamment sur des decks comme Teja, qui vont avoir du coup le premier personnage qui vont préférer ancrer avec le boost de Teja la plupart du temps.
Une carte qui peut donc venir en soutien, on n'a pas besoin de la mettre en beaucoup d'exemplaires. Je pense qu'un exemplaire ou 2 suffiront à venir embêter quelques adversaires. Si on a la place de mettre des cartes en rare, on va s'intéresser à la guerrière de Havre, qui pour un coût de 3 nous apporte du coup une force de 4-4-4, ce qui sera très intéressant. Ça peut se jouer aussi au premier tour pour être sûr de prendre l'avantage dès le début de la partie si on n'a pas de Baba Yaga. En fonction de la place qu'on a dans le deck, on pourra envisager de la mettre en 2 exemplaires, voire peut-être même en 3. Ici, Toc est une carte qui peut surprendre si on prend suffisamment l'avantage et qu'on arrive à temporiser, hein. On a plein de petites cartes qui coûtent 1, qui font l'effet d'un après vous. Si on voit que notre adversaire a joué déjà toutes ces cartes, on peut aller le bloquer avec un Ici Toc et aller chercher une avancée d'un côté alors que lui ne va pas avancer du tout. Une carte qu'on mettra en un exemplaire juste pour avoir cette possibilité et surtout si on a suffisamment de pioches du coup, pour nous permettre de jouer autre chose si cette carte n'est pas intéressante. Même stratégie, marchand de sable qu'on pourra jouer, en un, peut-être 2 exemplaires, pour, idéalement le dernier tour endormir un personnage de l'adversaire et prendre la victoire dessus. Ça peut être aussi intéressant si je veux courir en tête et si, je vois que l'utilisation du marchand de sable et le fait d'endormir un personnage adverse me permet de passer des 2 côtés et de le bloquer. Ce qui sera très intéressant si on a endormi un personnage qui est très faible et donc qui ne va pas trop m'embêter le tour d'après. Autre possibilité d'utilisation du marchand de sable, c'est évidemment si, on a l'adversaire qui, lui, nous a surpris et nous a bloqués et qu'on se retrouve avec des personnages qui deviennent inutiles, on peut les endormir et leur donner 2 boosts, pour qu'ils soient utiles le tour d'après. Une carte intéressante dans sa version, dans cette version rare, puisqu'il va coûter seulement 2 de la réserve et donc serait très intéressant avec ses stats à 0,33. Ensuite, et de façon, je pense, absolument nécessaire, on va devoir jouer une espionne hors 10 qui va être la seule carte sabotage de notre deck, la seule carte intéressante pour ça. C'est toujours bien d'avoir du sabotage, je le répète dans toutes mes vidéos, mais quand on a une unique qui est dans la réserve adverse ou quand on voit quelque chose qui va nous faire très mal, si on joue même sur un trest et qu'on va pouvoir empêcher toute sa mécanique de se mettre en place. Ce sera intéressant contre Soubash pour l'épuiser. Ce sera intéressant sur les decks un peu aggro comme Kojo et Bouddha aussi pour les épuiser. Donc le sabotage sera toujours intéressant et l'espion Nordis nous apporte des stats à 2 de 2 qui sont relativement intéressantes tout de même. L'espion nordiste dans la version rare peut être intéressante dans certains decks où on a besoin notamment d'un nombre de personnages suffisant puisqu'elle va venir apporter une recrue hors 10. Donc ce sera un choix à faire en fonction de ce qu'on préfère mettre en rare. Maintenant, évidemment, si on joue un monolithe, je pense que la version rare sera beaucoup plus intéressante. Au niveau des sorts, pour finir, on va avoir chargé qui sera très intéressant en fin de partie, puisque si on a 4 personnages avec un chargé à 2, bah, finalement on vient rajouter 4 boosts. Donc ça, ce sera très intéressant. Tout le monde prend un boost, donc on va pouvoir surpasser l'adversaire de la sorte. L'entraînement à l'esprit d'équipe, la meilleure carte de gestion de notre deck, ça nous coûte seulement 2 et vu qu'on a beaucoup de personnages, on va pouvoir facilement défausser, ou en tout cas envoyer en réserve, hein, pour utiliser le terme plus correct, un personnage du coup qui va avoir un coût de 4 ou 5 très facilement avec notre deck. Donc des cartes qu'on va vouloir, pour l'entraînement à l'esprit d'équipe, vu sa puissance en 3 exemplaires, le charger, on va plutôt les limiter à un ou 2 exemplaires puisque c'est une carte qu'on va vouloir avoir uniquement en fin de partie. Si on veut avoir un peu plus de, contrôle et jouer du coup un peu moins agressif, on va s'intéresser à la décharge de Kélon, qui sera toujours intéressante. Ça coûte 3 et ça permet de renvoyer en réserve un personnage qui coûte 4 ou moins ou un permanent. Donc ce sera intéressant sur pas mal de decks adverses. Donc on pourra venir compléter avec une ou 2 décharges de Kélon si on souhaite avoir, un deck orienté avec plus de contrôle.
Et c'est toujours intéressant d'avoir, au moins un ou 2 sauts adhésifs dans le deck pour pouvoir gérer les permanents qui coûteraient cher ou les permanents, ou les personnages pardon même, qui coûteraient également cher. Ça va gérer les cartes qui vont nous coûter 4 ou plus, donc ce sera intéressant contre Sierra avec la ruche, ce sera intéressant si on a, un fils d'Yggdrasil, qui apparaît avec gigantesque, voire un Atlas ou un Kraken qui pourraient être, des surprises, qu'on n'aurait pas prévues. Au niveau des uniques qui, sont intéressantes avec Sigismar, on va s'intéresser notamment à tout ce qui va faire, piocher. Tout ce qui va avoir des conditions d'avoir un certain nombre de personnages sera relativement facile à avoir, donc ce seront des, uniques qui seront intéressantes. Parmi les uniques les plus puissantes, on va retrouver celles qui vont, pouvoir rajouter soit une pioche, soit un jeton soldat à chaque fois qu'on joue un personnage, puisqu'on va pouvoir en jouer énormément, ou à la rigueur à chaque fois qu'on gagne un boost. Je suis pas sûr qu'on ait des uniques en ce sens. Et évidemment, les uniques qui viendraient nous mettre énormément de personnages, donc énormément, qui viendraient avec énormément de jetons pour un coût relativement faible. Donc un peu l'effet qu'on retrouve avec la carte Ouvrez les portes, mais tout en mettant du coup des stats sur le terrain et peut-être même avec un coût inférieur à 5, ce sera effectivement très fort avec le deck puisqu'on pourra derrière rentabiliser très facilement un Ozma ou Kakoba ou même une carte comme Chargé. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a permis de réfléchir à la construction d'un des decks les plus joués à l'heure actuelle sur le Core 7. Si vous souhaitez en savoir plus sur la synergie entre les cartes ou si vous êtes intéressé par la construction d'un deck avec un autre héros, je vous invite à regarder ce qu'il y a d'autre sur la chaîne. En attendant, je vous souhaite de bonnes parties et je vous dis à très bientôt.